Bonjour, bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission d'ésotérisme expérimental. Cette image qui rappelle les apothicaires, les alchimistes du Moyen Âge qui cherchaient les potions magiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on est libéré de la pression de ces gens qui, dans des officines très scientifiques, mais aussi dans le plus grand des secrets, développent des vaccins contre des maladies? Et vous vous souvenez, l'année dernière, on a tous été victimes d'une vaccination massive au Québec contre la méningite. On s'est demandé un peu pourquoi, de 2 à 25 ans, tous les Québécois ont été obligés de se faire vacciner, alors que de l'autre côté des frontières, on n'entendait pas parler de vaccination massive. Est-ce que le virus avait une connaissance des frontières? Aujourd'hui, nous allons consacrer une grande partie de cette émission numéro 48 à l'étude du dossier de la vaccination, celle de la méningite et celle qu'on nous prépare pour 1994 contre l'hépatite B. Oui, j'aime mieux aller en avant des coups plutôt que d'avoir l'effet surprise qu'on a connu l'année dernière où on s'est fait dire d'une manière très surprenante qu'il y avait une épidémie de méningite et qu'il fallait absolument vacciner tout le monde. Vous allez voir jusqu'à quel point Serge Monod, journaliste d'enquête, a découvert le poteau rose. Soyez bien prévenus, un homme averti en vaut deux. Vous vous souvenez que le docteur Guylaine Langto, je dis bien docteur car elle est docteur médecin, était venu nous présenter l'autre côté de la médaille. Parlant de l'autre côté de la médaille, il y a Gilles Surprenant dans la chronique vidéo qui va nous présenter dans un film bien connu, Flatliner, traduction française, Ligne interdite, des jeunes médecins qui vont faire l'expérience grâce à une haute technologie dont ils ont à leur disposition. On parlait du temple, c'est le corps humain. Les deux colonnes du temple, ce sont nos deux jambes, le cœur, les transepts, la nef. Eh bien, dans le sein des saints, il y a le trésor le plus précieux. Et le Christ avait même averti les gens qu'à la fin des temps, un voleur tenterait d'entrer dans le temple ou dans votre demeure privée, pas par la porte ni par les fenêtres, mais à travers le mur. Je pense que je comprends maintenant. Une piqûre, une vaccination, c'est carrément passer à travers le mur et d'introduire l'ennemi qui veut s'approprier votre bien le plus précieux, c'est-à-dire votre santé ou votre vie. C'est peut-être très alarmiste, mais écoutez maintenant l'enquête qu'a faite Serge Monod, journaliste international, sur les raisons par qui et pourquoi la vaccination massive nous a été imposée l'année dernière. Et tenez-vous bien pour averti que l'an prochain, on nous prépare une autre vaccination massive, mais pas seulement pour les enfants de 2 à 25 ans, comme si on avait voulu abattre le grand monarque qui vit ici au Québec encore enfant, comme on a fait à l'époque de Jésus pour tuer les saints innocents. Alors, Serge Monod maintenant nous présente ce dossier où des apothicaires du temps moderne essaient de trouver la potion magique. Bonne émission. Bienvenue encore sur l'ésotérisme expérimental. Ça fait à peine même pas un an qu'on se connaît. Et déjà, toutes ces réalisations-là, c'est quand même vraiment là, un homme d'action. Vous avez d'autres dossiers que vous avez épluchés? Oui, il y a le dossier qui s'en vient. Je commence la rédaction la semaine prochaine. Et c'est un dossier qui touche les vaccins, la médecine militaire expérimentale et les cristaux liquides. Il y a un lien entre les trois. Le lien, justement, entre les trois et les enquêtes que j'ai faites à ce niveau-là, niveau bien terre-à-terre, niveau physique, pour savoir qu'est-ce qui pouvait exister à propos de ces trois domaines-là et comment ils étaient interreliés entre eux. En passant, Serge, on voit votre numéro de téléphone en bas de votre nom. Ça va permettre aux gens de commander des livres. Ça va lui permettre plusieurs choses. Ça va lui permettre, premièrement, de commander des volumes pour ceux qui n'ont pas ces volumes-là, en fin de compte. Ça va lui permettre, pour d'autres, d'avoir des informations, parce qu'il y a des gens qui se demandaient à propos du volume, par exemple, la conspiration de l'âge du verseau, comment ça se fait qu'ils ne l'avaient pas reçu. C'est pas tellement compliqué. Lorsque les gens, après plusieurs mois, n'ont pas encore reçu un volume, c'est parce que le volume n'a pas encore été publié. J'ai tellement d'enquêtes, de dossiers que je mène de front à l'heure actuelle. Il y a des urgences, parce que j'ai considéré que l'urgence du domaine de la santé passait avant celui de la conspiration du Verseau, parce que ça nous touche de près, puis qu'on était en train de parler à l'heure actuelle d'un milieu journalistique d'un autre vaccin qui s'en venait au Québec.
que j'ai décidé de faire le dossier qui est consacré, je pourrais dire, enfin, au tripotage pharmaceutique et médical sur le dos de la population. Mais ça ne veut pas dire que le volume au niveau de la conspiration de l'âge verso, les gens ne l'auront pas entre les mains pour la simple raison, comme je disais tout à l'heure, que le manuscrit est déjà fait, il y a 250 pages, il est fait, tout ce qui reste à faire, c'est de le taper en caractère de composition et puis de l'apporter à l'imprimerie. Ça, je ne peux pas faire ça tout de suite, parce que pour l'instant, je vais sortir d'ici 2-3 semaines le dossier qui va avoir au-dessus de 100 pages, qui va sortir sous forme de volume et qui touche de plein fouet le problème de la vaccination, de l'expérimentation militaire au niveau médical et l'intrusion de ce qu'on appelle la high-tech, au niveau de technologie de pointe dans le domaine médical et autres, qui s'appelle le cristal liquide. Parfait. Alors, on a vécu au Québec, il y a à peine 1 an et demi, la vaccination massive de la méningite. Les enfants de 2 ans à 25 ans, là, il fallait se faire vacciner. C'était une obligation, même si on avait des enfants à l'école, on disait, on ne veut pas que mon enfant soit vacciné. On retournait l'enfant à la maison avec un document. Il fallait que les parents remplissent les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas que leur enfant soit vacciné. Il y avait vraiment une pression, là. C'était psychologique, mais on ne pouvait pas en sortir. J'en connais très peu qui ont passé à travers sans faire vacciner leurs enfants. On prépare une nouvelle masse, une vaccination massive encore? On prépare d'autres choses, mais pour revenir à la vaccination qui a eu lieu en 92, Pour la méningite. Moi, j'ai communiqué avec la salle des nouvelles de Radio-Canada. Je suis en contact quand même avec des journalistes ici, au Québec. Je suis en contact avec des journalistes aux États-Unis, en Australie et en Europe. On est constamment en contact pour des échanges d'informations. En ce qui a trait au Québec, lorsque j'ai communiqué avec la salle des nouvelles, je voulais savoir, moi, quels étaient les journalistes qui, en 92, s'étaient penchés sur la vaccination qui était en préparation. Et par le fait que j'avais posé la question, la journaliste avec laquelle j'ai parlé, on est encore en contact quand même, s'est informée auprès d'autres journalistes et elle a eu le choc de découvrir, en posant des questions, qu'il n'y a aucun journaliste qui avait fait une recherche en profondeur pour connaître qu'est-ce qui motivait une nécessité de vaccination à ce moment-là. Donc, il a été obligé de se rendre à l'évidence qu'aucun journaliste n'avait fait un travail d'approfondissement puis que le gouvernement avait passé une campagne de vaccination sans que qui que ce soit sache exactement pourquoi. C'est très grave. On n'a pas ici au Québec beaucoup de journalistes d'enquête. Hein? Le journalisme d'enquête n'est pas une tradition et c'est excessivement malheureux parce que ça permet aux instances politiques, aux consortiums financiers de faire à peu près n'importe quoi sans être badrés par personne. Ils ont un terrain d'expérimentation parfait avec la population parce qu'il n'y a personne pour défendre et informer la population. C'est ça. Ils se contentent de recevoir les communiqués de presse, de lire le communiqué de presse, d'assister à des conférences de presse toutes bien montées, puis ils prennent l'information, puis ils le digèrent, puis ils la redonnent à la population. Justement, Ils ne fouillent pas. À cet effet-là, ici, j'ai la carte que je peux montrer, en fin de compte, à la télévision, cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Bon. On fait ça, là. Donc, j'ai communiqué avec cette personne qui est l'attaché de presse du cabinet du ministre parce que je voulais avoir une copie du communiqué. Le communiqué identique qui avait été remis en 92 aux journalistes pour les informer qu'il y avait un problème au niveau d'une épidémie et que ça nécessitait une vaccination à large dans la population. Alors, dans ce communiqué-là, vous avez soulevé un point ici dans ces phrases-là. Ça dit quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est à la suite de recommandations formulées par le groupe technique sur les infections à méningocoque, donc sur la méningite, formé de spécialistes en santé publique, que le ministre a recommandé au Conseil des ministres de prendre cette décision aujourd'hui au niveau d'une campagne de vaccination. Donc moi, lorsque j'ai communiqué avec la personne au cabinet du ministre, on ne parle pas d'un fonctionnaire, on ne parle pas d'un sous-ministre, quoi que ça, on parle du cabinet du ministre, où la décision a été prise en 92. Ministre de la Santé? Ministre de la Santé du Québec, qui est encore en poste à l'heure actuelle. Côté. Oui. À ce moment-là, j'ai dit, écoutez, vous parlez groupe technique sur les infections. De qui était composé ce groupe technique? J'ai jamais eu de réponse. Ça commençait très bien.
Deux, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit, on ne le sait pas. ben, ils ont dit, écoutez, c'est tel groupe, on tournait autour, tu sais, sans donner de réponse. On n'a pas sous les yeux ces informations-là. Ben, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais les obtenir? Ça serait très difficile. C'est terminé depuis longtemps. Mais depuis longtemps, ça fait tout de même juste un an. Okay? C'est pas un document historique. Il ne faut pas remonter au Moyen Âge pour l'avoir quand même. Tu sais. À l'intérieur de ça, ben, tu vois, tu demandais, Québec, 2 décembre 82, au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Marc-Yvan Côté, annonce que le gouvernement du Québec a décidé de procéder à une vaccination élargie, ainsi de suite. Donc, c'est lui qui est en poste, c'est lui qui est en poste. Je continue à ce niveau-là. Donc, j'ai dit, qui était à la tête de ce groupe de spécialistes-là? Ah, elle m'a dit, c'est un médecin, un tel, mais ça fait, il a démissionné, à date, on ne sait pas où il est rendu. Bizarre. Le ministère engage un spécialiste. Le spécialiste fait des recommandations à partir d'enquêtes, à partir d'analyses. Et tout d'un coup, le gars qui est en charge de ça, il disparaît, personne ne sait où est-ce qu'il est. Donc, j'ai dit, il est-tu possible d'avoir une copie? OK? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le document que j'ai entre les mains ici, c'est le document que les journalistes ont reçu. Okay? Ils n'ont rien su d'autre que ça. Il y a 3 pages ici. Okay? Puis là, on s'est contenté de ça, puis on a dit, bon, ben, écoutez, il y a un groupe technique, on a annoncé ça aux nouvelles le soir. Bon, ben, tout le monde s'est dit, écoutez, le gouvernement prend soin de nous autres, mais personne n'a fait d'enquête pour poser des questions que moi, je pose aujourd'hui. Puis qui a surpris les gens à la salle des nouvelles pour se rendre compte qu'eux autres mêmes, personne n'avait fait leur travail dans ce sens-là. Donc, moi, je demande, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, est-il possible d'avoir les conclusions de ce rapport-là? Savoir sur quoi ça a été basé de prendre une décision. On ne vaccine pas une population complète pour le fun. Impossible d'avoir le rapport en question. Donc là, je lis à la page 3 du document ici, à la fin de la page. Okay? Depuis le début de l'année 92, la situation épidémiologique établit à 145 cas le nombre d'infections à méningocoque déclarées au Québec, dont 14 ont entraîné le décès. Mais, la deuxième phrase est importante, à la même période, en 91 et 90, on comptait 130 et 109 cas et 16 et 8 décès. On a un choc quand on le sait, on se dit, écoute donc, en 91, il y avait 14 décès, ils n'ont jamais pensé à une campagne de vaccination. OK? Il y en avait 16 ici, c'est ça. En 91, il y avait 16 décès. On ne décide pas d'une campagne de vaccination, mais en 92, il y en a seulement 14. Là, on décide qu'il y en a une, c'est illogique. Pas moyen de savoir pourquoi. Donc, je continue mes recherches à ce niveau-là pour pousser un peu plus loin, en fin de compte. Et à ce moment-là, j'essaie de savoir, d'un palier à l'autre, et je ne compte pas le nombre de coups de téléphone, de fax, d'interurbains, de tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de gratter, des brides d'informations. Donc, j'essaie de découvrir quelle était la compagnie responsable de la fabrication du vaccin au Canada. Ça m'a quasiment pris une semaine pour avoir juste le nom de la compagnie, pour finir par découvrir au bout de la ligne que c'était la Connaught Laboratories située à Willowdale, en Ontario. Première chose que j'ai fait, c'est d'une façon peut-être naïve ou je sais pas, j'ai communiqué avec la Connaught Laboratories en Ontario. Je lui ai envoyé un fax, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, je serais intéressé de savoir quels sont les autres produits pharmaceutiques que vous fabriquez. J'ai eu affaire à une gang de paranoïaques. Ils se sentaient menacés, on ne voulait pas répondre aux questions, ça ne me regardait pas, même si je leur disais, écoutez, c'est de l'information publique. Je peux l'obtenir ailleurs, bien c'est ça, obtenez-la ailleurs, monsieur. Ça a été la réponse de la compagnie qui avait fabriqué le vaccin. Quand j'avais parlé avec l'attaché de presse du cabinet du ministre, j'ai dit, écoutez, a commencé où cette épidémie-là? Bien, tout le monde sait que ça a commencé dans la région de Hull. J'ai dit, ça a commencé dans la région de Hull. Êtes-vous au courant, puisqu'il y a juste un pont qui traverse, qui relie, en fin de compte, Hull à Ottawa du côté ontarien? Êtes-vous au courant si l'épidémie a traversé le pont? Jamais eu de réponse. Okay? Le virus s'arrêtait à la frontière. Justement, êtes-vous au courant si le ministère de la Santé en Ontario a fait une vaccination locale ou quoi que ce soit? Aucune réponse, adressez-vous à vous autres. J'en ai perdu mon latin d'essayer de m'adresser à des ministères qu'on est toujours renvoyés d'un fonctionnaire à l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer des preuves là-dessus. Et au bout de la ligne, on n'a jamais obtenu de réponse, mais on nous répète toujours la même chose de se référer d'un à l'autre.
obligé de se rendre compte au bout de la ligne qu'on n'est pas intéressé à ce que certaines choses sortent. Je communique avec Communication Québec, eux autres me disent, écoutez, vous allez avoir les informations du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Bon, et moi, je communique avec le bureau, on me dit, merci de votre télécopie du 15 novembre 1993, je peux vous confirmer que notre bureau n'a aucun renseignement au sujet des compagnies énumérées dans votre télécopie. Ces compagnies ne sont pas régies par notre bureau. C'est clair. Ça, c'est le surintendant des institutions financières au Canada qui n'est pas au courant dans les ordinateurs si ces compagnies-là existent. C'est des compagnies pharmaceutiques. Ça aussi, ça n'a pas de sens, OK? Quelle était la liste? Ça, je vais la montrer tout à l'heure. Donc, on me réfère en recommuniquant avec Communication Québec, on me réfère encore une fois à un autre bureau du gouvernement fédéral qui est le bureau de l'Industrie Sciences Technologies Canada. Moi, j'appelle un bonhomme qui s'appelle Steve Charles, S-C-H-A-R-S. Je lui demande, j'ai dit, écoutez, j'ai une liste de compagnies pharmaceutiques et autres. Êtes-vous capable de me sortir des informations? Quelles sont ces compagnies-là? Quelle place qu'elles sont situées au Canada? Quels sont les produits qu'elles fabriquent? Aucun problème, monsieur, envoyez-nous ça, on a toutes les informations. Okay? Donc, j'envoie à ce monsieur Char, en fin de compte, un fax pour lui demander, écoutez, Industrie, Sciences, Technologies Canada, informations concernant les compagnies affiliées à la CDC Life Sciences Incorporated, parce que j'avais fait des recherches dans le volume publié par Statistique Canada au niveau des liens de compagnie des liens de parenté entre compagnies. J'avais découvert que la Connaught Laboratories, qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, appartenait à un consortium qui était la CDC Life Sciences Incorporated, sur laquelle j'ai jamais eu aucune information. Mais ce qui était quand même important de remarquer, c'est que cette CDC Life Sciences Incorporated est une compagnie qui contrôle. Et là, la liste est quand même assez impressionnante au niveau de mes notes personnelles ici. Elle a un 12,6 de contrôle au niveau des investissements dans l'Institut Mérieux, qui est un institut de produits pharmaceutiques français, 100 de contrôle dans 2 compagnies à numéro, 100 de contrôle dans le Bio Research Laboratories, Bio, B-I-O, 100 de contrôle pour la Steel Chemical Company, 100 pour la Connaught Laboratory, donc elle la contrôle complètement, mais impossible d'avoir des informations sur CDC Life Science, 100 d'informations sur la Connaught Biologic et 35,4 sur les laboratoires nordiques. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que les laboratoires nordiques, même s'il y a un nom français, est une compagnie dont le siège social est aux États-Unis avec une filiale au Québec. Donc là, on se pose des questions. En plus, ce que j'ai découvert, si on prend le lien de code ici de cette CDC Life Sciences Incorporated, on découvre qu'elle a 19,3 d'investissement dans les actions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc là, on se retrouve avec une compagnie privée qui a des investissements dans une autre compagnie qui, elle, ne doit pas l'être, en fin de compte. Comment ça se fait qu'il y a des intérêts privés au niveau d'un consortium pharmaceutique qui contrôle une compagnie qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, a 19,3 d'investissement des actions dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et si on regarde le code qui est défini, en fin de compte, par Statistique Canada, le code nous réfère fonds d'investissement gouvernementaux. Donc, on se retrouve dans une situation à se demander, écoutez donc, c'est une compagnie canadienne, un consortium canadien. Comment est-ce que ce consortium canadien peut avoir des fonds d'investissement gouvernementaux dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec? Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Encore beaucoup moins. Poussez encore un peu, puis vous aurez peut-être des démissions demain matin au gouvernement. Soit des démissions ou des moyens de pression qui vont m'être faits, ou une tentative d'assassinat, ou peut-être même, je ne sais pas, moi, une arrestation ou quoi que ce soit, tu sais, démolir la réputation de quelqu'un pour être sûr, en fin de compte, que la personne ne peut pas continuer son travail. C'est une de leurs spécialités la plupart du temps. Pour en revenir à ce monsieur Steve Sharp, Radar. Radar est leur système informatique au niveau du ministère de l'Industrie, Sciences et Technologies Canada pour tout ce qui touche les compagnies enregistrées au Canada. M. Charles n'a jamais voulu m'envoyer un fax pour me dire par écrit qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus. Il a fallu que je l'appelle
sur Internet pour que me disent par téléphone, écoutez, on n'a aucune information là-dessus. Est-ce que vous savez où je peux en obtenir? C'est quand même important. Ouais. Donc là, on me dit, écoutez... Alors que lui disait qu'il peut avoir n'importe quelle information. N'importe quelle information au départ. On me dit, écrivez à l'Inspection générale des institutions financières au Québec. Je renvoie la même liste. Ça fait deux fax que j'envoie à l'Inspection générale des institutions financières du Québec. J'ai jamais eu de réponse encore. Toujours sur les mêmes compagnies. Combien de temps, ça? Ça fait combien de temps, ça? Ah, écoutez, ça là date du 15 novembre. 15 novembre, ça va très vite avec le fax. On sauve des mois de travaux, Oui, en fin de compte. La lettre site est datée du 28 octobre, donc ça fait 2-3 semaines quand même que je travaille pour avoir des informations à propos de ce dossier-là. Il cite Gouvernement du Québec, Ministère de l'Industrie du Québec et de la Technologie, qui est un autre ministère encore. OK? L'expéditeur est un dénommé Jean Lefebvre avec ses numéros de téléphone, numéro fait. Direction régionale de Montréal. Suit, tel que demandé, l'information sur 2 entreprises sur lesquelles j'ai pu trouver des données. Pour les autres, je peux toujours vous suggérer, si ce n'est pas déjà fait, de contacter l'inspecteur général des institutions financières à Ottawa, justement celui qui me disait qu'il n'était pas capable de me fournir quelque information que ce soit. Donc, on réfère d'un ministère à l'autre et sur un dossier excessivement important, les 2 compagnies sur lesquelles j'ai reçu des quelques très faibles informations, parce que ça ne me donne pas, en fin de compte, la majeure partie des produits fabriqués par eux sont les laboratoires nordiques et laboratoires biorecherche. La Bio-Research Laboratory. Mais la Connaught Laboratory, celle qui a fabriqué le vaccin, aucune information de disponible nulle part. Donc, je t'ai montré tout à l'heure que par rapport à l'inspecteur général des institutions financières au Québec, il y a un fax ici daté du 15 novembre, OK? Et il y en a un autre ici, un autre que j'ai redaté aussi du 15 novembre avec d'autres informations. Puis il y en avait un autre plus loin qui est daté, celui-là est daté du 15 novembre, celui-là est daté du 19 novembre 93. Toujours pas eu de réponse à date là-dessus. Donc, on ne veut pas vous dire... On veut pas, on m'accuse à l'heure actuelle au niveau journalistique, ces compagnies-là m'accusent et même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, c'est pas moi qui crée le mystère. On crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Parce que ces compagnies-là sont enregistrées quelque part. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et qui a touché tout le monde. Qui a touché tout le monde dans la population, puis il est impossible. Et que tout le monde pourrait réclamer comme information. Pourrait réclamer comme information à juste titre. Et là, le pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, elle a dit, écoutez, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins et des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les 2 combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en 2 un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, que la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des 2 avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Donc, le dossier, le volume que je sors, puis tous les gens qui voudront avoir des informations là-dessus, ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle, parce que ça touche directement à leur santé, de ne pas se gêner pour appeler, demander des informations, je vais leur envoyer de la documentation, d'en parler partout dans leur milieu et de s'arranger pour commander, en fin de compte, ce volume-là qui va toucher
les vaccins. Donc, il va y avoir un historique complet de la vaccination dans mon volume. Deuxièmement, médecine militaire expérimentale. J'ai un historique complet de la CIA et des différentes formes d'expérimentation qu'ils ont fait. Cristaux liquides, je vais avoir un chapitre sur les cristaux liquides et mes démêlés de septembre, octobre 1993 avec le département de chimie, biologie, physique et de médecine de l'Université de Montréal avec les noms des professeurs avec lesquels j'ai communiqué et les informations qu'eux-mêmes étaient incapables de me donner parce que le secteur de recherche n'était pas rendu aussi poussé par rapport aux questions que je leur posais, alors que je leur révélais que ces secteurs de recherche-là étaient déjà en application au niveau de la CIA aux États-Unis. Et on dit, écoutez, on aimerait avoir des informations là-dessus, parce que nous autres, on n'est pas rendus aussi loin que ça. Ben là, ça, vous dévoilez tout ça là, sur l'émission d'ésotérisme J'en suis expérimental. très conscient, puis je veux que les si gens se réveillent parce que c'est leur santé qui est en jeu. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, ça fait plus qu'une fois. Et dans la conférence que je donnais samedi dernier, il y a une personne digne de foi qui s'est levée dans la salle, digne de foi parce que ça m'avait été rapporté par d'autres personnes. Il y a des auditeurs qui ont appelé Gilles Proulx à CGMS à Montréal et qui ont parlé du la minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ils ont dit, écoutez, M. Proulx, ce volume-là, et ainsi de suite. À mot couvert, Gilles a été obligé de dire sur les ondes de CGMS qu'il avait carrément les mains liées par la direction de l'information de CGMS et qu'il ne pouvait pas parler de ce volume-là. Donc, les gens dans la population, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient commencer, d'après moi, à réfléchir et à se poser des questions. Pourquoi, dans une société démocratique comme la nôtre, où absolument tout est permis, toutes les modes, toutes les formes de pensée sont permis, comment ça se fait que le seul volume qui est interdit de publicité par la direction des informations, radio, télévision, journaux au Québec et au Canada, c'est justement ce volume-là. C'est parce qu'il renferme des choses que les autorités politiques en place ne veulent pas que ces informations-là soient accessibles à la population. Ça, c'est clair et net. Il y a une manipulation. Depuis... Il y a une manipulation et c'est à la population elle-même de réagir par rapport à quelque chose de semblable, puis de dire, écoutez, nous autres, on veut savoir ce qu'il y a dans ce volume-là, on veut l'avoir, puis on va poser des questions publiquement. Je crois que le temps est venu, avec 94 qui s'en vient, et que je considère 94 comme étant l'année des mises au point, des règlements de compte, puis du fait de démasquer des situations que ça fait trop longtemps que ça traîne, puis ça fait trop longtemps qu'ils sont cachés aux populations. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas de système déjà tout mis en place pour empêcher... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelque situation que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. C'est parce qu'il manque encore certains éléments et cette date à laquelle eux auraient décidé, en fin de compte, d'imposer un système semblable, ben, peut être reculée tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Prochaine vaccination massive, On prévoit, parce que le journaliste de Radio-Canada m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'en venait au Québec au niveau possiblement de l'hépatite B. Je ne vois pas d'épidémie nulle part, tu sais. Puis je pense pas qu'il y en ait en vue, à moins d'en provoquer une d'une manière volontaire. Mais elle me disait, elle dit, écoutez, elle dit, il y a des rumeurs qui circulent ici à Radio-Canada sur une vaccination qui s'en vient, puis il y a des rumeurs qui circulent au niveau des effets de la combinaison de deux vaccins indépendants à cause de ce que j'étais en train de lui révéler. D'ailleurs, les journalistes de Radio-Canada et d'autres journalistes un peu partout à l'heure actuelle, tant en Australie qu'aux États-Unis, en Europe ou au Québec, en fin de compte, attendent la sortie de ce dossier-là. Écoutez, ici sur l'ésotérisme expérimental, en 1983, on vous avait parlé des trafics d'organes, c'est-à-dire des enfants dans des pays sous-développés qu'on nourrit, puis grâce à l'argent qu'on envoie dans des œuvres de charité que vous connaissez, qu'on voit régulièrement à la télévision, qui disent parrainer des enfants dans les pays sous-développés, et puis à un moment donné, on rapatrie ces enfants-là dans des familles d'accueil et on les fait passer la frontière en pièces détachées. On vend le cœur, on vend les reins, on vend des organes, et c'est très lucratif.
Ils reçoivent l'argent de la population qui a un bon cœur pour nourrir les enfants, pour les garder en bonne santé. Puis en plus, ils font de l'argent au moment où ils retournent les organes dans certains réseaux qui sont prêts à payer le gros prix pour avoir un rein qui est élevé, qui a été nourri par un être qui était en bonne santé dans des pays où les gens n'ont pas les systèmes de surveillance que nous avons, mais c'est encore maintenant un grand point d'interrogation à se poser quand Serge Mona nous dévoile des dossiers sur les vaccinations massives, sur ce qui se passe ici dans notre société. Avons-nous vraiment des journalistes compétents? Je vais juste faire une parenthèse, c'est rare que je t'interrompe pendant une émission. C'est que je me souviens qu'à l'été 92, Jacques Languérin, qui a des émissions à Radio-Canada, Jacques m'avait envoyé justement un dossier à propos du trafic d'organes sur la planète, dossier que je n'ai jamais eu le temps de publier, parce qu'il était aussi interrelié avec le trafic de la prostitution d'enfants dans certains pays asiatiques où les enfants à 10-11 ans sont très beaux, puis qui servent de pâture, en fin de compte, aux différents touristes de différents pays, puis personne n'a voulu toucher à ça en profondeur à l'heure actuelle. Non, parce qu'il y a même un organisme international qui s'appelle qui est impliqué dans ces réseaux de trafic d'enfants. Ben voilà, c'est ça. Les dossiers ne sont pas terminés parce que la semaine prochaine, j'ai demandé à notre ami Serge Mona de revenir nous parler de son autre livre qui s'en vient après, celui qui est attendu par beaucoup de la population. C'est le livre sur... La conspiration de l'âge Verseau, le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et pour la première fois, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, écoutez, on entend ça, il y a des volumes qui existent là-dessus. Je peux vous dire une chose. D'après mon expérience personnelle de tous les groupes religieux, de toutes les différentes tendances que j'ai pu rencontrer depuis des années, les informations contenues dans le volume ne sont pas connues nulle part et je ne les ai entendues nulle part à l'actuel. C'est la première fois que ces informations-là vont sortir. C'est un démasquage complet de tout ce qui est le nouvel âge, de toutes les formes de mode, de mécanismes de pensée que les gens véhiculent quotidiennement sans s'en rendre compte, et je démontre à l'intérieur de ça par qui ces modes, les modes des magasins du Nouvel Âge ou de quoi que ce soit, de tout ce qui peut circuler, comment est-ce que ça a été fabriqué, à quel endroit et dans quel but. Et dans quel but? Justement, dans quel but. Ça me rappelle l'histoire de John F. Kennedy. On a longtemps couru à savoir qui avait tiré John F. Kennedy, comment on l'aurait tiré, mais on ne se posait pas la question essentielle de pourquoi. Hein? Alors là, maintenant, on touche l'essentiel. C'est pourquoi toutes ces choses-là arrivent. Et quand on répond à pourquoi, là, on frémit. Merci, Serge Mona. À la semaine prochaine. D'accord. Merci. Merci. Ici d'un document publié par M. Serge Mona, journaliste international, le numéro 2 de cette agence internationale de presse libre nord-américaine. Et vous le voyez sur la page couverture, confidentiel, urgent, original, copy, le ministère de la Justice des États-Unis. Évidemment, c'est une traduction d'un document authentique. Et nous allons regarder quelques extraits à l'intérieur de ce document. Vous voyez la carte des États-Unis avec plusieurs endroits encerclés qui représentent les endroits où il y aurait, semble-t-il, des camps de concentration, plus de 130 camps de concentration dans le projet Rex 84, et on en passe, des plus belles et des plus mûres. On a avec nous M. Serge Mona. Bonjour, Serge. Mais là, je pense que votre journal, là, il a tout à fait raison d'être rouge, hein, parce que là, on se brûle. Là. Parlez des camps de concentration. Est-ce qu'il y a des camps de concentration au Québec aussi, puis dans quel but? Bon, moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais, qui était en caractère très serré, n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, Serge, on aimerait savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie.
j'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. Mais des camps de concentration, il me semble que ça passe pas inaperçu, là. Oui, la façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle. On a des rapports que sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine, américaine et canadienne sans jamais être badrées par les gardes frontières. Ce sont Parce des que c'est pour entraînements. des raisons de sécurité d'État. Ah oui, ça, on a juste à poser, l'armée. comme des journalistes américains me disaient, on a juste à poser, bon, écoutez, sécurité ou secret d'État, et à ce moment-là, plus personne n'ose parler de quoi que ce soit. D'accord? Bon, vous voulez vous dire que dans le système démocratique nord-américain, il existerait un autre système en parallèle qui est le système militaire ou paramilitaire. Le fameux complexe militaro-industriel et américain, qui a continué de grandir et qui s'est drôlement accru en importance, surtout pendant la guerre du Vietnam, est un gouvernement à l'intérieur du gouvernement américain, mais un gouvernement aussi indépendant avec toutes ses structures, excessivement puissant. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à l'heure actuelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'information que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies. Ah bon, déjà dans nos documents, nous avions déjà montré le fameux sigle d'un triangle. C'est un triangle rouge, effectivement, avec supposément 3 sets renversés qui correspondaient à des 6, tout différents, tout dépendant de l'endroit, l'angle sur lequel on le regarde. Mais ce qui est important, il y a un abonné, et la source d'information est sûre, il y a un abonné qui a communiqué avec moi puis qui avait présenté le document à un de ses amis qui est un ex-agent de la CIA qui vit dans les Laurentides. Et les deux réactions, puis je considère que c'est une confirmation pour le numéro que j'ai publié, c'est que l'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles, et il a aussi manifesté son énorme surprise à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part, qui ne sont pas connus des populations. Là, sous votre nom, on a vu apparaître un numéro de téléphone, on peut le dire aussi à l'écran, là. C'est dans le 514. C'est dans le 514, le 270-1235. Les gens peuvent appeler sans aucune restriction s'ils veulent avoir plus d'informations à propos de ce numéro de revue-là. Il y a un répondeur automatique. Il y a aussi un répondeur automatique. Il y a quelqu'un qui va leur répondre, qui va prendre leur nom, leur numéro de téléphone, qui va leur donner les indications comment se procurer ce numéro de la revue. Où est-ce qu'on pourrait se le procurer, à part par le téléphone? Est-ce qu'il y a des endroits où il est disponible? À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas d'endroit. Tu sais, si on se rappelle la première fois qu'on avait parlé du Lemenu moins 15 secondes, il y a même des libraires qui ne voulaient pas l'avoir parce qu'ils avaient peur que leur vitrine soit cassée. C'était juste Lemenu moins 15 secondes à Ottawa. J'ose même pas imaginer pour un dossier semblable qu'est-ce que ça pourrait représenter. En tout cas, lors de nos conférences, regardez à la fin de l'émission à quelle date on aura des conférences à Montréal et à Québec et même à Rimouski bientôt. Alors, vous aurez évidemment accès à la fameuse revue de M. Serge Mona. Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui est très importante et qui nous concerne tous en tant que spectateurs. Ça s'adresse à qui, ces camps-là? Bon, la façon que on va les mettre dans ces camps-là? La façon que les plans sont mis sur pied aux États-Unis, de sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000.
milieu 1999 en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète en même temps. Comme on disait dans les textes sacrés, à la vitesse de l'éclair de l'Orient à l'Occident, évidemment, Ah, par oui, les satellites. ça explique beaucoup, en fin de compte, les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camps de rééducation pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux États-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier là, après celui-là dans le courant de septembre et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau, briser la personnalité, rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter un nouvel ordre mondial, même s'ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là. Mais pouvez-vous bien me dire, Serge Mona, pourquoi être contre un nouvel ordre mondial? Une langue, une religion, une politique, une nature humaine à protéger sur la surface de la Terre. Pourquoi pas? Diviser pour régner. Si finalement on arrive à un gouvernement mondial, l'unité va faire la force. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Disons qu'il essayait Hitler était un terrain d'essai, en fin de compte, un terrain d'expérimentation, de la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Bien, dès qu'on utilise le mot camp de concentration, on pense tout de suite au camp de concentration allemand contre les Juifs. C'est la réaction de certaines personnes. Il y en a qui regardaient la revue et m'ont dit, écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. J'ai dit, j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit, ça concerne plutôt les années 90. Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai même reçu un appel de la Louisiane, tant que le document circule aux États-Unis, de quelqu'un qui voulait avoir une copie de la revue. D'après ce que j'ai su, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Oui. Bien, évidemment qu'à l'époque d'Adolf Hitler, si dans les années 20, au début des années 30, quelqu'un avait osé dire à la population, même allemande, puis à tous les autres peuples de la Terre, on est en train d'installer des camps de concentration, on va exterminer des Juifs et des détracteurs du système du Troisième Reich. À ce moment-là, c'est évident qu'on l'aurait mis au banc de la société. On aurait dit un peu comme on pourrait penser de vous. C'est un paranoïaque. Oui, mais d'un autre côté, c'est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un paranoïa quand que le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Ça, c'est très difficile de pouvoir passer à côté. Deuxièmement, si un journaliste, à l'époque de 1930, avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. Les Allemands n'auraient peut-être pas pu fonctionner aussi facilement avec la complicité de beaucoup d'autres comme ils ont été capables de le faire. Parce que les populations ayant été au courant sur toute l'Europe d'une chose semblable, la résistance aurait été amplifiée de beaucoup par rapport à ça, y compris à l'intérieur du peuple allemand. Mais là, la résistance, si on pense que c'est vrai, là, tout ça, là, est difficile. Parce qu'on a désarmé les populations civiles en disant on n'a plus le continue droit à les de désarmer. C'est ça. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions. Il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'apercevait que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? Et la chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deux, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que, au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais les politiciens sont en capacité d'arrêter un plan mondial qui se fait fi des démocraties. Il se fait fi complètement. Il se fait fi comment complètement des démocraties. Changer ça?
leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes, parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer, parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète, et on a juste à regarder les cartes, en fait, compte géographiques de 1930 au niveau agricole, et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Alors, les intoxicants de médicaments, de nourriture qui a été irradiée. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné, où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là, et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie, sans être capables de trop réagir. Écoutez, ça va bien, on est calmé, on ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. C'est le meilleur des mondes, quoi. Oui, mais il y a un principe aussi, c'est que les gens n'aiment pas se faire réveiller. Personne n'aime se faire réveiller brutalement. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Dans le gouvernement mondial, il y a un principe, c'est que les gens veulent le bonheur et on va s'arranger pour leur demander par des sondages, Gallup et tout autre, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent les gens. Bon, et à partir de là, c'est ça, on l'a déjà fait depuis des années, on fait ça. Et à partir de maintenant, on va leur donner ce qu'ils veulent. On va s'arranger pour que ce qu'ils veulent, ce soit quelque chose qui fasse l'affaire du gouvernement mondial. Je vais te dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Mais là, j'aimerais bien voir, parce que là, vous foncez régulièrement à boulet rouge contre l'instauration du nouvel ordre mondial, et j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, quelles sont les valeurs du nouvel ordre mondial contre les valeurs qui sont, d'après moi, peut-être primitives, qui sont des valeurs de clocher. Je suis justement en train de préparer un volume là-dessus, qui est le volume au niveau de la conspiration de l'âge du Verseau, là, que je vais sortir à la fin de l'automne, et à l'intérieur duquel on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation, et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et désuet. Désuet, justement. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, de manière... Les avocats sont actuellement sur les bancs d'école. Justement, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considéré, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre.
tous ces biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne, elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux. Bon, là, on leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. C'est qui ça? On, c'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Qui? Par exemple, au niveau des Nations unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. On entend parler de la franc-maçonnerie, mais c'est des bons gars. Les gens qui font partie de la franc-maçonnerie, ils sont là un petit peu comme des boy scouts pour adultes, les chevaliers de colonne. Il y a quand même 2 sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France, et qui sont ceux qui ont pensé la Révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne, et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec. Les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose, là. Non, parfait. Okay. C'est complètement différent. Oui, alors donc... pour ceux qui aiment avoir des cauchemars la nuit et qui veulent avoir des bonnes raisons d'en avoir, des mal de ventre, vous pouvez toujours contacter Serge Mona au numéro de téléphone que vous avez vu au cours de l'entretien. Et dans ce document de plusieurs dizaines de pages, là, je pense le dossier en caractère serré a 50 pages. Si je le mettais dans un livre comme tel, avec un caractère de moyenne grosseur, il y aurait facilement 100 pages. C'est ça. Et on ne peut pas parler de prix ici, mais en contactant... les gens vont avoir toutes les informations, y compris les informations sur le numéro qui va suivre celui-là, et sur lequel je vais donner une conférence demain, là, à Saint-Sauveur, et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus, indépendamment de leur volonté. Merci, Serge Mona. J'espère que vous serez toujours vivant. J'espère qu'on continue à informer les gens. Et je vous laisse en regardant quelques articles de journaux qui pourraient vous laisser perplexe.